Cher Thibaut, quel plaisir de te retrouver pour cet énième épisode du Special Team Podcast. Comment vas-tu ? Plaisir partagé, je vais extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session quelque peu nocturne. Il est présentement 21h52. On avait terriblement envie de se parler. Donc on s'envoie un gros podcast juste pour votre petit plaisir. Ambiance un petit peu tamisée pour vous retrouver vous aussi qui probablement vous êtes impatientés d'un nouvel épisode depuis le temps. L'occasion pour nous de vous dire qu'on a lancé le blog également où certains jours de la semaine des articles paraissent. Sporadiquement, vous pouvez retrouver des petits articles en plus de nos épisodes. N'hésitez pas. Il a une plume magnifique. Également, cet homme aussi, effectivement. Ouais. On est à la semaine, on est quasiment, au moment où on tourne cet épisode, au terme de la semaine 10 de la saison NFL 2025, ce qui veut dire qu'on est un petit peu plus qu'à mi-chemin de la saison régulière. Il est l'heure pour nous de faire le point sur cette saison, sur cette moitié de saison, où en sont les équipes, par rapport à ce qu'on avait dit en début de saison, à ce premier épisode, la naissance de la légende où tout avait commencé, pardon. Je me permets, si vous n'avez pas encore vu ce premier épisode, n'hésitez pas maintenant à y aller, vous cliquez sur pause et vous ouvrez un nouvel onglet et vous allez chercher directement cette vidéo-là parce qu'on a des prédictions et on va revenir sur ces prédictions, du coup, histoire que vous suiviez un tout petit peu, ce serait pas mal de regarder. Complètement Thibaut, je ne peux que te rejoindre. Donc, on va passer en revue les différentes divisions, quelles sont les équipes en forme, quelles sont les équipes en retrait. On va essayer quand même de faire ça sous un format compact, digeste, agréable pour vous comme pour nous. Tout à fait. Et puis restez aux aguets pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Il y aura aussi deux, trois formats un petit peu plus courts qui vont arriver pour notre plus grand plaisir à nous et donc on espère à vous aussi. Absolument. Thibaut, veux-tu commencer ? Oui. Alors vas-y. Alors, nous avions parlé en premier topic du climat de chaque division. Moi, je m'occupe de la conférence NFC. Du coup, j'avais parlé pour la NFC East du classement suivant. J'avais dit en premier les Eagles, en deuxième les Commanders, en troisième les Cowboys et en quatrième les Giants, bien sûr. Eh bien, figurez-vous que c'est pas tout faux, mais c'est pas tout juste non plus. Dans le sens où les Eagles, maintenant, à cette 11e semaine, sont à 6-2. C'est les premiers de cette division. Les Cowboys sont deuxièmes à 3 victoires pour 5 défaites. Et les Commanders sont troisièmes pour 3 victoires et 7 défaites, suite justement à la malheureuse blessure de Jayden Daniels. J'ai écrit un petit article à ce sujet. Je vous invite allez le lire, il est absolument... En description. En description. On se débrouillera, il sera en description. Il sera en description. Mais il est absolument haletant, allez le lire. Et finalement, dernière place dans cette NFC East, les Giants en 2-8. Pas de grande surprise. Je suis un peu surpris, moi par contre, des Cowboys qui sont deuxième à justement 3 victoires et 5 défaites, qui est un record nulos de chez nulos, mais c'est pas bien grave parce que mes Eagles fly high et c'est ça qui compte. Oui Thibaut, merci, je me suis mis un petit rappel. Très Tout bien. à fait, tu avais fait de prédictions, de bonnes prédictions pour tes Eagles. Merci. Tes Eagles qui sont quand même en bonne forme, on voit que c'est une équipe qui a trouvé son rythme au fur et à mesure de la saison, un début de saison vraiment en demi-teinte. On se faisait un peu du souci pour tes Eagles. Maintenant, ça a l'air quand même de rouler dans cette division qui leur est vouée, qui leur est offerte, on va dire. Oui. Entre les déboires des Commanders et puis l'instabilité des Cowboys et la faiblesse plutôt générale malheureusement des New York Giants. C'est, je pense, une des divisions les plus faibles. Complètement. Mais, avec l'une des meilleures équipes de la ligue en son sein. Absolument. Les ex-champions du monde, quoi. Donc, complètement. Les présents champions du monde qui plus est. Oui, les défenseurs du titre. Moi. Voilà, bon écoute, je t'emboîte le pas. La AFC East, la division des Patriots, la division des Bills, des Dolphins et des Jets aussi de New York. Actuellement, il y a une petite surprise, un petit effet de surprise dans cette division, puisqu'en tête de la division, on retrouve les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, de New England, de Boston,
qui sont devant les Chiefs, alors que les Chiefs, je les avais mis en haut de cette division incontestablement dans la preview de début de saison, alors que c'est pas le cas actuellement. On a les Pats à 8 victoires pour 2 défaites, suivis de relativement près par les Bills qui ont perdu hier soir contre les Dolphins de manière assez surprenante à 6 victoires et 3 défaites. On a ensuite 2 équipes bien plus faibles que sont les Dolphins et les Jets qui, à la fin de cette saison risque de piquer assez haut dans la draft prochaine. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, mais voilà, c'est 2 équipes qui ne font pas le poids face aux 2 cadors de la division que sont les Patriots et les Bills. Qu'est-ce que je me suis noté? Simplement que pour les Dolphins et les Jets, on est en train d'entrer pour les Dolphins, alors qu'on l'est déjà depuis un moment, dans une certaine culture de la défaite. Vraiment la galère, les années noires, je pense, pour ces équipes. On le sait pour les Jets, mais j'ai peur pour les Dolphins que ça continue. Et puis pour le titre de la division, ça va jouer dans les dernières semaines. Tu m'as fait remarquer tout à l'heure que les Patriots ont une voie royale là pour finir la saison fort. Donc les Bills vont peut-être devoir passer par la wild card peut-être pour espérer aller loin dans les playoffs, alors que ils se cassent les dents depuis de nombreuses années maintenant. Plutôt triste effectivement, mais oui, effectivement, New England qui fait une année hyper surprenante. En une seule année, ils ont réussi à reconstruire tout leur roster et puis finalement avoir un petit peu ce goût de l'incisif qu'on le retrouve si bien avec Drake May effectivement, et c'est une équipe qui est absolument passionnante à voir jouer, et j'apprécie les voir jouer. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus rejouer comme ça. Ouais, clairement. Et je suis je crois que je m'avance pas trop en disant qu'ils sont assez bien coachés, donc ça peut être une équipe vraiment dangereuse dans cette fin de saison et potentiellement en play-off. Tout à fait. Thibaut, ne perds pas de temps. Je te laisse enchaîner. Ok, alors moi je m'étais occupé des prédictions pour la NFC North. Quelques semaines plus tôt, j'avais dit que en première position nous aurons les Lions, en deuxième les Packers, en troisième les Vikings et en quatrième les Bears. Figurez-vous que en première position, maintenant en semaine 11, nous sommes avec les Packers à 5 victoires, 2 défaites et une égalité bien sûr. Les Lions sont à 6 victoires, 3 défaites, deuxième position. Ex-aequo avec les Lions et les Bears qui sont à 6 victoires, 3 défaites également, et les Vikings qui sont à 4 victoires pour 5 défaites. Ouais, c'est une division tendue, dur à cerner. Ouais, dur à cerner. Moi, je pensais pas du tout qu'on arriverait à ceci, mais il y a plein de rebondissements. Les Lions sont moins impactants que la saison précédente, une bonne attaque toujours, mais une défense un tout petit peu plus boiteuse, et encore, ils n'ont pas eu des match-ups faciles cette saison-là. Donc il y a un petit peu tous ces éléments qui rentrent dans la balance. Mais moi, le plus surprenant, je pense que c'est quand même Vikings qui sont en dernière position. Ouais, c'est vrai. Bon, avec ce début de saison de JJ McCarthy, j'avais eu beaucoup d'espoir après cette première semaine victorieuse. Et puis après, il y a eu cette blessure, cette gestion un petit peu bizarre de la position quarterback. Carson Wentz qui est arrivé dans la course pendant quelques semaines, ça n'a pas trop joué. McCarthy est capable de gagner, vraiment, il l'a prouvé, et on le voit, il est capable de gagner, mais maintenant, la question c'est va-t-il réussir à le faire semaine après semaine? Et voilà, c'est quand même une division compliquée pour aller chercher les playoffs là, parce que les Lions, comme tu l'as dit, attaque électrique. Moi, j'ai du plaisir à les voir jouer. Et puis les Packers, ça reste quand même un ensemble de joueurs solides. Donc les 2 premières places de la division, à mon avis, ça va être dur à je pense pas que c'est ça. On va pas les chercher. Hein. Ouais. Maintenant, qui va finir on top? Ça, c'est aussi une autre question. Très bonne question. On verra les semaines suivantes. Moi, je pense que on top, on peut quand même miser sur les Lions. Mais je suis d'accord. Après tout, on n'est jamais suffisamment surpris dans cette ligue. Complètement. Donc, j'attends de voir. Complètement. Tu avais la NFC North. Je pars tout de suite sur la AFC North avec les Steelers de Pittsburgh, les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati et les Browns de Cleveland. Là encore, au nord, division
terriblement compliqué à cerner. Et chaotique. Hein. Chaotique, mais chaotique. Enfin, c'est ouais. Ça peut, à part pour les Browns, ça devient chaud pour les Bengals maintenant avec 3 victoires, 6 défaites. Les Browns sont à 2 victoires, 7 défaites. Ça devient vraiment compliqué à dire qui va prendre la première place. On a les Steelers à 5-4. On sait que les Steelers, ils ont cette culture de la victoire quand même. Ils finissent toujours là depuis maintenant un certain nombre d'années à 9-10 victoires par année, ce qui leur permet souvent d'aller jouer un match en playoff. Les Ravens, équipe par contre pour le coup décevante. Je me suis noté la chose suivante. Il y a de l'inconstance dans la plupart de ces équipes. Et puis les Browns n'ont pas d'attaque, ils ont une très bonne défense mais pas d'attaque. Les Bengals n'ont pas de défense, ils ont une attaque avec un... Bon, j'aimerais parler de la poésie que nous a offert notre ami Joe Flacco ces dernières semaines. Il n'a pas été du tout aidé par la défense. Il pourrait être à 5 victoires pour 4 défaites potentiellement. Absolument, avec une meilleure défense. Et puis les Ravens sans Lamar Jackson, ils n'ont pas d'âme. Et les Steelers, de temps en temps, semblent vieux et fatigués. Ils sont sans saveur, ces Ravens. Ouais. C'est une équipe pas spécialement différente des années précédentes. Et pourtant, la sauce n'a pas pris cette année, on dirait. Comme quoi, quand il manque une pièce maîtresse dans une équipe, finalement, le château de cartes peut s'écrouler, quoi. Ouais, tu fais peut-être une petite référence à mes Commanders de Washington, je sais pas, mais... En tout cas, c'est pas moi qui ai fait cette référence directement, c'est monsieur qui l'a interprété ainsi. Mais ouais, bien sûr, mais voyons. Je te laisse reprendre la main, Thibaut. Voilà, c'est du ping-pong aujourd'hui, on y va, c'est du solide. Tout à fait. Alors, je vais parler du coup de la NFC South. J'avais dit... première position, Buccaneers, deuxième Falcons, troisième Panthers, quatrième Saints. Je crois que c'est celle où j'ai fait le moins de fautes. Nous sommes du coup en 1 les Buccaneers, effectivement. Merci beaucoup, merci. Pardon. Aucun problème. Pour 6 victoires, 3 défaites. Les Panthers, c'est, je pense, ma plus grande surprise. Ils sont à 5 victoires, 5 défaites pour une deuxième position dans leur division. Les Falcons sont à 3 victoires, 6 défaites. Et les Saints, putrides comme toujours. 2 victoires pour 8 défaites. Ce qui me surprend le plus, c'est pas forcément les Saints, pour le coup, ça va, parce qu'ils étaient vraiment dans cette recherche d'identité qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Ils sont en restructuration, donc on les laisse un tout petit peu là-dessus. Les Panthers, je pense que c'est la plus forte amélioration depuis l'année passée. Complètement. 5 victoires pour 5 défaites. Pour avoir regardé un peu leur calendrier, c'est un peu des équipes mid contre qui ils ont joué, c'est pas non plus foufou, mais c'est à noter quand même. Ils ont une attaque qui est quand même pas mal engagée, avec un bon rookie justement, et comme receveur Macmillan justement, et ils sont surprenants, mais pas grand chose à dire par rapport à cette division de manière générale. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Moi, j'ajouterais simplement que dans cette division, il y a un joueur qui me fait vibrer et qui me donne envie d'allumer la télé le dimanche, c'est Baker Mayfield, ce quarterback qui n'est pas incroyable au niveau des statistiques, mais qui a vraiment cette âme de joueur de foot. Ouais, il a la fougue. Ce gars exactement qui a la fougue, qui se fait mettre au sol, mais qui se relève coûte que coûte et qui porte une équipe vraiment à bout de bras. Et pour le coup, les Buccaneers n'ont pas eu de chance. Je pense qu'ils seraient encore mieux classés au niveau de la conférence et pas de la division s'ils avaient pas autant de blessés actuellement. On a Mike Evans et Godwin du coup qui deux pièces maîtresses du corps de receveur, pardon. C'est ça. J'allais tenter un adjectif que j'ai pas. On peut le tenter, après tout. Du corps réceptacle, réceptible. Ça me va. Voilà. Ils l'ont compris en tout cas. Oui. Donc non, je pense que ça serait une autre équipe que l'on pourrait avoir sous les yeux avec moins de blessures. Ouais. C'est très bateau ce que j'ai dit, mais tu sais quoi, j'enchaîne. Allez. J'enchaîne AFC South avec les Colts d'Indianapolis, les Jaguars, les Texans et les Titans du Tennessee. La surprise de cette année est dans cette division. Vous le savez, on le sait. Incroyable surprise. Les Colts, 8 victoires, 2 défaites. La renaissance de Daniel Dimes Jones, devenu Indiana Jones cette saison, accompagné d'un Jonathan Taylor au sol, à la course, absolument monstrueux. Je suis en half PPR, donc en demi point per reception en fantasy actuellement. Il a lâché 41 points hier soir. Il n'est pas dans mon équipe. Il n'est pas dans ton équipe. Il n'était pas non plus dans l'équipe de mon adversaire. Mais ça peut faire mal.
voilà, c'est une équipe qui là déroule en attaque et ça permet à la défense de contenir. Et puis c'est une équipe vraiment complète je dirais qui ne convainc pas tous les analystes et tous les spécialistes. Par manque peut-être d'expérience dans les playoffs dans les années précédentes. Oui. Mais je pense que c'est une équipe vraiment qui peut être dangereuse pour cette fin de saison parce qu'ils vont être bien classés, ils vont se partager le haut de la conférence probablement avec les Patriots. Donc voilà. Et puis le reste de la division est un peu plus mitigé. Les Jaguars que j'ai vus à Wembley il n'y a pas si longtemps peuvent avoir de très belles journées comme de bien moins bonnes journées, comme en témoigne leur record, 5 victoires pour 4 défaites. Et puis dans la deuxième partie du tableau de cette division, on a les Texans de Houston et les Titans de Tennessee qui sont vraiment bien en dessous, notamment surtout les Titans qui ont seulement une victoire au compteur cette année pour 8 défaites. Ils ont déjà changé de coach, etc. C'est vraiment une organisation en crise actuellement. C'est la pire des équipes, toutes confondues. Je crois bien. Pour l'instant, ils ont le premier choix de draft incontesté. Bravo à eux. Félicitations. Voilà, donc c'est une division qui semble promise aux Colts avec peut-être les Jaguars qui vont réussir à se glisser en playoff, en wildcard, à voir comment ces dernières semaines se passent. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur comment les Colts vont agir pendant les playoffs, s'ils vont aux playoffs, parce qu'il y a une expérience aussi au football américain de la post-saison justement, et il y a des équipes qui littéralement prennent peur à ce moment-là. Il y a aussi la fatigue de toute une saison. Si on n'a pas cette endurance et cette expérience, c'est compliqué de survivre aux playoffs. C'est pour ça que c'est particulier d'y être et c'est particulier de gagner justement le championnat. Complètement. À voir comment ils se débrouillent. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Ils se sentent quand même bien dans leurs bottes. Donc moi, je suis content d'avoir cette équipe qui surprend. Puis pour Daniel Jones aussi, c'est cool de voir après ces années de galère, franchement, je trouve intéressant de voir ce mec pouvoir utiliser son plein potentiel. Je suis absolument d'accord. J'en veux vraiment beaucoup à New York d'avoir gardé et gâché 2 potentiels exceptionnels visiblement en Saquon Barkley et du coup Daniel Jones. Je dis pas qu'ils ont gâché sur l'entièreté, bien sûr. Daniel Jones, peut-être que si ça se trouve, c'est une saison rebond pour lui et en 2026, ça se passera un peu moins bien. Qui sait? Je ne lui souhaite pas ça, évidemment. Mais en tout cas, c'est sûr qu'à New York, il pouvait pas se développer correctement. Et ça se voit du coup au record cette saison pour les Colts. Complètement. Vas-y, la balle de ping-pong revient sur ta partie de la table. Alors c'est parti pour la NFC West. En première position, j'avais mis les 49ers, en deuxième les Rams, en troisième les Cardinals et en quatrième les Seahawks. C'est mon plus gros fail, évidemment, de toute prédiction. Légitime parce que personne ne les voyait arriver. Du coup, nous avons en première position les Seahawks, que j'avais mis du coup en dernière position avant, qui sont à 7 victoires pour 2 défaites. En deuxième position, c'est les Rams, 7 victoires pour 2 défaites. 49ers, troisième position, 6 victoires pour 4 défaites. Et les Cardinals, 3 victoires pour 6 défaites, qui viennent de bencher justement Kyler Murray, leur quarterback phare. Ça va pas bien chez les Cardinals. Non, dans l'Arizona, à Glendale, ça ne se passe pas bien. Alors que dans le reste de la division, ça se passe quand même plutôt bien. Ça se profile, c'est très compétitif. C'est une division qui est compliquée. C'est chaud. Ça doit faire mal au crâne toujours se concentrer sur ces équipes-là qui sont absolument infâmes à jouer. 6 matchs par année, c'est chaud. Ouais, c'est dur. C'est très dur. Franchement, on a du côté des Rams là qui sont au top à partager avec les Seahawks. On a Sam Darnold, Matthew Stafford qui est ultra chaud. Sam Darnold aux Seahawks qui est aussi surprenant. Je trouve que c'est une suite de renaissance après sa monstrueuse saison dans le Minnesota aux Vikings. Complètement, ouais. Il prouve une deuxième année de suite dans une nouvelle équipe que c'est un très bon quarterback, bien dans ses baskets. Je suis en train de rédiger un article justement, notamment à son sujet. Yes. Donc petit teasing, mais c'est une division, c'est tendu. Puis les 49ers, aussi décimés par les blessures. Oui. Je me suis quand même pas mal intéressé à cette équipe récemment, décimée par les blessures, mais solide, avec des joueurs, des piliers en attaque comme McCaffrey forcément, oui. qui
qui porte l'équipe littéralement à bout de biceps, quoi. Ouais, même s'ils portent, c'est quand même dur de continuer à tenir la route, justement. Ils étaient les grands favoris de cette NFC. Ouais, mais bon, il y a eu la blessure de Brock Purdy, tu vois, leur quarterback, qui les a peut-être un petit peu retenus, bien que Mac Jones ait fait un très bon travail en remplaçant. Oui. Franchement, oui. C'était une belle surprise. Il mène le bateau tout à fait de manière tout à fait honnête, pardon. Je suis d'accord. À ton tour. À mon tour, la balle est dans mon camp. La AFC West, dernière division de cette présentation, avant qu'on passe à la petite revue des awards et les futures récompenses de fin de saison. La AFC West, division des Broncos de Denver, des Chargers de Los Angeles, des Chiefs de Kansas City et des Raiders de Las Vegas. Actuellement en première position, les Broncos de Denver à 8 victoires, 2 défaites. Qui est une équipe là avec une grosse défense, un gros roster défensif. La question cette année, c'était plutôt est-ce que l'attaque va pouvoir aider cette défense? Oui, avec Bo Nix qui, comme j'en parlerai tout à l'heure, est un quarterback, je trouve très intéressant, qui a plein de qualités qui font ça gratouille. Hein. Bo Nix qui a plein de qualités. Pour vraiment être un quarterback qui s'impose dans la durée dans cette ligue et qui va faire du bien à cette franchise pendant plusieurs années. On a les Chargers qui sont aussi un peu, je trouve, inconstants en dents de scie après un début de saison tonitruant, 3 victoires pour 0 défaite, une première victoire face aux Kansas City Chiefs qui est quand même un gros morceau dans la AFC, notamment dans la AFC West. Ils sont un peu moins convaincants, je trouve, dans cette deuxième première partie de saison. Et puis ben voilà, on a en embuscade les Kansas City Chiefs là qui étaient après 6 matchs à 3 victoires, 3 défaites, et puis maintenant 5 victoires pour 4 défaites, et ils nous font peur à tous. Ils nous font peur à tous, ces Chiefs, parce qu'on sait à quel point ils peuvent venir nous enquiquiner au mois de décembre et janvier, quoi. Complètement, et je reviens sur cette expérience de post-saison. Du coup, après la saison régulière, les Chiefs, on peut parler d'une équipe qui a tellement d'expérience dans justement les playoffs et justement même les finales qui se jouent, que tant qu'ils se qualifient aux playoffs, je pense que c'est toujours des personnes qui peuvent être, enfin une équipe qui peut être extrêmement inquiétante pour le reste justement des équipes qualifiées pour les playoffs. Eux, ils ont de l'expérience, ils ont de quoi faire le travail sur la fin de saison. Ils font toujours peur. Complètement. Et puis, merci beaucoup Thibaut. J'ai oublié de parler des Raiders, qui est une équipe là aussi très décevante. Geno Smith qui avait fait une super saison à Seattle l'année passée. Enfin, ouais, une bonne saison. Là, ne touche pas le puck. Aucun membre de l'organisation de Las Vegas actuellement ne touche le puck. C'est aussi une des très faibles équipes de cette année. Et puis, mais il y a quand même une grosse course au play-off dans cette AFC West qui va offrir un beau spectacle, je pense, en fin de saison régulière, avec des écarts très faibles entre les 3 premières équipes de la division, comme j'en ai parlé. Thibaut, sans plus attendre, qui pour toi est le Defensive Rookie of the Year? On s'est lancé dans cet exercice qui est pas évident. As-tu un nom à nous proposer dans la division NFC, dans la conférence de la National Football Conference? Ok, alors pour la NFC, j'avais initialement dit Abdul Carter, linebacker chez les Giants, du coup, qui, ma foi, je l'aurais peut-être remis aussi maintenant, en 11e semaine, sauf que j'ai regardé le calendrier des Giants. Je vois pas comment il peut être Defensive Rookie of the Year avec les équipes sur lesquelles il va tomber. Ça m'a l'air d'être des match-ups beaucoup trop compliqués. Pas pour lui, mais je pense surtout pour marquer suffisamment de points. En revanche, j'ai 2 contenders du coup pour la suite. Jacob Parrish, cornerback justement chez les Buccaneers, exactement. Qui contribue avec 41 tacles, 2 sacs et 3 passes déflectées, comment on dit? 3 passes, il a interféré sur 3 passes. Ouais. Il a battu le ballon au sol 3 fois. Comme ceci. Comme cela. Exactement, ouais, tout à fait. Et Jayot Campbell, du coup, c'est le 2e candidat qui est finalement le linebacker chez les Eagles qui remplace Nakobe Dean qui s'est blessé la saison précédente.
Fly, Eagles fly, Ils sont absolument. encore là, ils sont toujours là dès que tu ouvres la bouche, forcément. Bah, c'est juste, oui, c'est mon équipe de cœur et c'est un mec qui tacle. C'est un gros gaillard qui envoie et qui a pas mal de hargne et puis de fougue. Et j'aime bien voir ça. Donc voilà. Ouais, trop bien. Bah, moi, de mon côté, du côté de la American Football Conference, je vais être très honnête. C'était dur pour moi de sortir un nom. J'ai lu 2-3 articles, enfin en termes de ressenti, tu vois, en termes d'instinct, c'était dur pour moi. Du coup, je suis allé piocher 2-3 choses. Et puis, ben, il y a un linebacker à Cleveland qui apparemment sort un peu du lot. On peut penser à Carson Schwessinger, qui est un jeune prometteur dans la fanbase de Cleveland. En tout cas, il y a pas mal de gens qui l'apprécient malgré cette saison tumultueuse. Donc, je dirais que c'est mon pick. Je m'étais porté dans la preview sur un defensive tackle des Browns, Graham, mais qui est peut-être encore trop dans l'ombre ou trop dans l'apprentissage vis-à-vis de Myles Garrett qui prend tout ce qu'il y a à prendre au niveau de la defensive line à Cleveland. Moi, pour le coup, par contre, en Offensive Rookie of the Year, la tâche est bien plus simple pour moi dans la AFC. On a un tight end qui joue à Indianapolis, aux Colts, qui s'appelle Tyler Warren et qui semble être le grandissime favori pour ce prix. En tout cas, un des grandissimes favoris pour remporter cette distinction. Donc la distinction du meilleur rookie offensif de l'année, parce que voilà, il est phénoménal. C'est un mec sur qui Indiana Jones peut compter match après match. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Hyper rare un tight end pour ce genre de prix. C'est vrai. Ouais, après, des fois, je me dis peut-être qu'en fonction des classes de draft, il y a des classes de draft moins fortes. Ouais. Et donc, il y a peut-être des individualités qui peuvent sortir du lot, qui ne sortiraient pas du lot dans une autre draft. Absolument, ça transpirait pas forcément le gros talent en termes de quarterback cette année à la draft. Non, par exemple. Ouais, mais du coup, je vois ton argument. Ouais, tout à fait. Qui serait ton MVP, cher Thibaut? J'ai une petite idée, mais ça, vas-y, ça fait sens un peu avec ce que j'ai dit. Je t'écoute. Alors c'est parti. Tous. Je me lance. Eux aussi. J'avais annoncé Tetora McMillan, du coup le rookie wide receiver des Panthers. Pardon, j'ai dit MVP, mais c'est offensive rookie. Pardon. Oui. Bon, okay. T'inquiète. De toute façon, MVP, c'est pour la cerise sur le gâteau. Vous avez compris, bien sûr. Mais du coup, je ne vais pas partir sur ce receveur des Panthers. Je vais plutôt partir sur le receveur des Buccaneers. Suite à des blessures multiples, c'est le rookie Emeka Egbuka qui est feed, du coup nourri par justement Baker Mayfield. Baker Mayfield à qui justement il n'y a plus trop de targets, donc de cibles à qui lancer. Il n'y a plus Godwin et Evans, donc c'est particulièrement compliqué. Actuellement, Egbuka, il est à 677 yards pour 6 touchdowns à la mi-saison. Et s'il continue comme ça, eh bien, il se rapprocherait peut-être des 1200 voire 1300 yards pour 11, 12 touchdowns, quoi. Ouais. Ce qui serait quand même assez gargantuesque pour un rookie. Ouais, et puis il a explosé dès la première semaine, ce gars. Il les a sortis de la sauce en fin de match, semaine 1, et voilà, il s'est pas arrêté depuis. Je trouve ça impressionnant quand même. Donc je ne peux que je ne suis que d'accord avec ce que tu dis. Ah bah, on est les deux d'accord. Je bois tes paroles. T'as fait plaisir. Parlons maintenant du MVP. Désolé si ça a coupé. On a eu un petit souci de caméra. En MVP, il y a 2 mecs qui sortent du lot en AFC selon moi. Il y a un choix obvious par la statistique. Drake May, quarterback à New England, à Boston, 2555 yards à la passe, 19 touchdowns, 5 interceptions. Le gars, chaque semaine, il réussit son test, il coche des cases, etc. Et tu as l'impression de revivre la naissance d'un quarterback de légende à Boston. Ça nous fait peur à tous parce qu'on n'a pas envie de retourner dans une dynastie du côté de Boston. Ouais. Mais mon choix du cœur, mon choix des tripes, ce serait Bo Nix. Actuellement, il a 8 victoires, 2 défaites. Le gars, je comprends, est peut-être pas le choix le plus convaincant, le plus facile à argumenter, mais je sens dans ce mec un espèce de truc difficilement descriptible par la statistique,
ce truc en plus que le quarterback doit avoir pour être valable dans son équipe. Et pour moi, en AFC, Bo Nix mérite une attention particulière. Ok. Est-ce que tu le comparais peut-être à Baker Mayfield dans l'attitude, dans le spark qu'il amène un petit peu à je le trouve peut-être plus calme, plus posé que Mayfield, tu vois. Ouais. Mais par contre, dans cette manière de réussir à aller chercher les petites victoires, tu vois. Ouais. Et ça en NFL... c'est tellement important. C'est tellement important. Ah oui, gagner, c'est une chose extrêmement difficile en NFL. Et à partir du moment où vous arrivez à être clutch, vous avez tout gagné. Absolument. Qui est ton MVP, Thibaut ? Je vais parler du MVP. Bon alors, il annonce MVP. Du MVP. J'avais annoncé du coup en début de saison que Jalen Hurts, je le voyais bien MVP de cette saison parce qu'il y avait cette histoire de Saquon Barkley qui allait être contré par toutes les défenses et du coup Jalen Hurts allait devoir construire par la passe son attaque. Finalement, c'est un tout petit peu ce qui se passe. Donc je garde ma prédiction sur Jalen Hurts en tant que MVP, mais je peux exprimer pourquoi je le garde. J'ai parlé de Kevin Patullo, qui était le coordinateur offensif des Eagles, qui ne sait pas conduire une Ferrari, ça c'est sûr et certain. C'était l'image que j'avais donnée. Jalen Hurts est là pour faire fonctionner le moteur, d'accord ? C'est la pièce maîtresse de cette équipe. Il arrive toujours à gagner. Et la seule chose qu'il fait, c'est gagner. J'espère ne pas jinx le reste de la saison en disant ça, mais présentement, accroche-toi bien, il n'est pas à des stats mirobolantes, je dis bien. Il est à 1677 yards à la passe, 15 touchdowns à la passe pour une interception. Maintenant, allez un peu plus loin, d'accord, dans l'analyse. Je vous demande de vous projeter un tout petit peu avec moi. Voilà, faites un effort. C'est le milieu de la saison. Imaginons maintenant la fin de saison régulière, si on double toutes les statistiques, Jalen Hurts est quasiment à 3200 yards à la passe. Vous allez me dire, toujours pas foufou. Accrochez-vous bien, s'il vous plaît. On serait à 30 touchdowns à la passe pour 2 interceptions, un ratio absolument monstrueux. Et c'est en même temps mon joueur de mon équipe. Donc j'ai envie de le soutenir dans ce combat-là, quoi. Ouais, non, je comprends. Ça me fait penser, Jalen Hurts, tu vois, c'est un peu à la fois le pilote de Formule 1 et l'ingénieur principal, l'ingénieur en chef de l'écurie, quoi. Complètement. Le gars, il est sur tous les plateaux. Mais bon, je ne suis pas certain à 100% que je partage ton avis, mais je te soutiens en tant qu'ami dans cette démarche. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que personne ne me soutient dans cet avis-là. Mais mec, seul et contre tous. Seul et contre tous, des nuits blanches sur des nuits blanches, je sais ce que vaut ce joueur et je crois dur comme fer en lui. Ah mais moi aussi, hein. Ouais. Moi, je t'ai dit, le jour où vous l'avez drafté, je me souviens d'un message de la part de Romain, justement, le jour où les Eagles l'ont drafté. Il m'a dit, mec, il est juste trop bien, en fait. Mais, effectivement, il y a d'autres gars qui méritent, je pense, cette année, Matthew Stafford, par exemple. Oui, Matthew Stafford, oui, bon, d'accord, oui. Effectivement, oui. Mais oui. Non, mais c'est vrai, Jalen Hurts, il a un cas solide de candidat MVP, pourquoi pas, le gars il défend son titre. C'est un candidat sous-coté, je le mets un peu en avant parce que je me permets. Moi, je mets en lumière un petit peu ceux qui méritent, quoi. Oui, t'as raison. Et voilà, quoi, Matthew Stafford, tout le monde le voit, Jalen Hurts, c'est pas grand monde qui le voit. C'est vrai. Je me permets. C'est vraiment. Et c'est pas du favoritisme, ce n'est pas du favoritisme. Voilà, après quoi ? Après une grosse trentaine de minutes on avait dit 13 minutes. On avait dit 13 et on s'est dit on va le faire et en fait on a pas du tout tenu ça. J'ai pas réussi à faire le calcul dans ma tête donc j'ai juste changé de formulation. Pour rappel, il est 22h27, les calculs ne sont plus autorisés à partir de 21h donc c'est bon. Cher public, merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Thibaut, merci d'avoir été super efficace, super pertinent à travers chacune de tes prises de parole. Je te retourne le compliment parce que c'est toujours un plaisir, bien sûr. Toujours un monstre plaisir. Chers aficionados du Special Team Podcast, on espère que cet épisode vous a fait plaisir. Abonnez-vous sur YouTube, lâchez des gros pouces, parlez-en autour de vous et ne les saoulez pas non plus en parlant autour de vous. Thibaut, on va se finir sur un gros check. Prends soin de toi. Ciao l'équipe. On fait comme ça.